Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, je suis en compagnie donc de Barbara. Salut à toi. Merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Mon nom est Steve Potvin. Je lutte sous le nom de Barabas et non Barbaras. Pardon, excuse-moi. Non, Il mais n'y a pas de problème. non, mais tu sais, ici, c'est ça le problème. Ils ont l'habitude, hein, les gens qui m'écoutent, les problèmes de prononciation, c'est catastrophique, hein, chez moi. Je l'assume. Je suis vraiment désolé. Ah, il n'y a pas de stress avec ça. Je fais de la lutte depuis bientôt. Ça fait 24 ans que je fais de la lutte. Oh, ok. Donc ouais, tu as vu pas mal de choses. Alors du coup, on va parler de pas mal de choses. La première question, tu vois, c'est une question toute simple, c'est comment tu découvres toi la lutte pour la première fois? Est-ce que c'est un peu l'histoire de tout le monde à la télévision, à l'école, bref, on te le fait découvrir. Comment ça se passe pour toi les tout débuts? Mes tout débuts, je te dirais que j'ai écouté un petit peu la lutte dans les débuts des années 90, mais j'ai pas été un grand fan régulier. Là. Tu sais, je voyais un petit peu des choses par-ci par-là. Mais moi, j'ai toujours été un fan euh, de cinéma. Ok, Puis quand j'étais jeune, je voulais devenir soit acteur ou soit cascadeur. Fait que dans les années 87, dans le fond, dans le milieu des années 90, quand l'Attitude Era a fait son apparition, c'est là que j'ai eu un gros déclic. J'ai eu le coup de foudre pour la lutte. Puis je voyais que ça mariait bien le théâtre, le spectacle, ainsi que le côté cascadeur. C'est ce qui venait me rechercher. Fait que, dans les années 90, milieu 90, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à écouter vraiment la lutte plus religieusement. ok. Puis c'est dans la fin des années 80, dans le coin de 99, début 2000, là, que, avec la plateforme MIRC, je suis tombé sur qu'il y avait de la lutte en région au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui était la Jonquière Championship Wrestling de la JCW, pour laquelle que je lutte encore aujourd'hui, faisait des spectacles de lutte dans la région. Fait que, par curiosité, je me suis déplacé, je suis allé voir, puis j'ai embarqué dans la gang. Puis, depuis ce temps-là, j'ai pas arrêté. J'ai commencé, j'ai fait mon premier combat officiellement en janvier 2001. Le reste, Ok. avant ça, c'était plus du backyard, là, comme on l'a communément appelé. Ok. Et sinon, tu te rappelles un peu du premier match que tu as vu où ça remonte vraiment trop loin ou peut-être un catcheur qui t'a marqué? Ça remonte trop loin, je te dirais, mais à l'époque, mon lutteur favori, c'était Shawn Michaels. Je trouvais Ok. que côté charismatique et côté niveau in-ring, il m'attirait pas mal plus que ben des lutteurs là, en tant que tel. Mais des combats, je te dirais que le combat que je me souviens un peu plus, ça va être, je pense, que c'est dans le coin de 2005, là, quand le retour de la DX, puis après ça, tu as eu Triple H qui s'est reviré contre Shawn Michaels, puis la rivalité qui s'est finie à SummerSlam, si je me rappelle bien. Je m'en souviens encore de cette rivalité-là, puis de l'intensité. Fait que c'est un des combats mémorables. Sinon, Shawn Michaels contre Bret Hart, c'était des Oui, beaux classiques. Fait que, Shawn Michaels, Bret Hart, ou après un des matchs, enfin le tout premier match, si je me trompe pas, donc de Shawn Michaels, moi c'était le Shawn Michaels Ric Flair que j'avais vu à WrestleMania où c'était justement le dernier match de Ric Flair, enfin son dernier match. Après on sait qu'il a fait un match, il en a fait 50 après par la suite, mais tu vois, moi, c'était vraiment. Je crois que c'était le 27, hein, si je me trompe pas, je crois que c'était WrestleMania 27, hein, c'est ça? je crois que oui, mais je suis pas sûr. J'ai pas une bonne mémoire. J'ai vraiment Ok, pas une bonne mémoire. c'est Mais pas grave. effectivement, je me souviens de ce combat-là, puis c'était mémorable. Puis je pense que pour un dernier combat, je pense qu'Eric Flair ne pouvait pas choisir le meilleur opposant en Shawn Michaels. Oui, c'est vrai. Et du coup, tu dirais que c'était quoi cet gros élément déclencheur qui t'a dit, voilà, maintenant, aujourd'hui, je connais la lutte et j'adore ça. Pourquoi pas la pratiquer aujourd'hui? Tu dirais que c'est à partir au bout de combien de temps pour toi l'élément déclencheur est arrivé? Je te dirais, direct au tout début, là, quand j'ai commencé là, vraiment à travailler dans un vrai ring de lutte, Ok. devant un public, je pense que c'est ça qui m'a attiré encore plus au niveau du spectacle. C'est d'être capable
de faire une passion, mais de la vivre à travers les gens qui nous regardent. Je pense que c'est ce côté-là du spectacle que j'adore le plus, c'est la proximité avec le public. Ok. Tu savais, toi, qu'il y avait de la lutte indépendante ou pas du tout? Parce que je sais qu'en général, beaucoup les gens, tout comme moi étant plus jeune, avaient uniquement la focalisation sur les États-Unis, donc sur la WWE. Toi, étant plus jeune, tu savais qu'il y avait de la lutte indépendante ou vraiment pas du tout? Pas du tout. Quand j'étais jeune, quand j'ai commencé ça, je connaissais juste la WWF, qui est rendue la Ok. WWE. Sinon, la WCW. Par après, avec la ICW. Mais sinon, en tant que tel, dans ma tête de jeune adolescent, non, je voyais pas qu'il y avait de la lutte indépendante. Puis dans les années 80, fin des années 90, au niveau des réseaux sociaux, t'avais pas de Facebook, t'avais rien. On fonctionnait Ouais. par MIRC. L'Internet était pas non plus au top point de vue. Fait que niveau de lutte indépendante, c'était dur un peu à trouver. Souvent, moi, je me rappelle, je ne sais pas si c'était le cas aussi à ton époque, souvent quand il y avait des gros galas comme ça de lutte dans notre ville, en tout cas, moi, je sais que étant plus jeune, je l'avais vu là-bas, c'était soit, par exemple, tu as toujours des affiches dans des boulangeries ou par exemple dans des bureaux de tabac et tout. Mais c'est vrai que des fois, dans des commerces, tu as également aussi parfois des affiches, enfin, quand ils veulent le mettre, hein, parce que des fois, il y en a qui ne veulent pas le mettre du tout. Est-ce que toi, c'était exactement la même chose? Est-ce que tu voyais des affiches quand, par exemple, tu passais devant, je sais pas moi, une boulangerie ou autre? Malheureusement, au Saguenay, quand la piqûre m'a pogné, il n'y avait pas vraiment de lutte de la WWE qui venait dans notre Ok, région. La plus proche, c'était dans le coin de Montréal. ok. Fait que, quand j'étais Mais jeune, c'était un petit peu plus dur de me déplacer pour y aller. Là. ok, non, mais je te parlais plus de l'indépendant. Est-ce que tu voyais, par exemple, genre, Oh! par exemple, des posters de shows indépendants qu'il y avait dans ta ville? J'en ai vu dans le coin, oui, fin 99, j'avais vu des pancartes de la CCW, la Canadian Championship Wrestling, Ok. qui n'existe plus aujourd'hui. Qu'entre-temps, ouais, c'est la seule, à mon seul souvenir, c'est pas mal les seules pancartes que j'avais vues dans le passé. D'accord. À l'époque, tu dirais que c'était quoi la réaction de ta famille quand tu leur as annoncé que tu voulais te lancer dans le catch? Est-ce qu'il y en a qui t'ont suivi? Est-ce que c'était compliqué pour certains? Bref, comment ça s'est passé pour toi? Je te dirais que ma famille m'a suivi. Ok. Ma soeur, plus ou moins, ça elle m'a suivi à plus des up and down. Soit qu'elle s'intéressait, soit qu'elle s'intéressait plus ou moins. Mais mes parents m'ont quand même, la plupart du temps, plus encouragé là, à continuer. Là. C'est bien, c'est important parce qu'en général, c'est rare, tu vois, que les parents encouragent leurs enfants. Bon, ça existe, mais c'est très rare. Et moi, je trouve que c'est très important d'encourager son enfant qui fait quelque chose qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est bien d'avoir tes parents qui sont là derrière. Ben, c'est important. Je pense que si on se fie à la mentalité des jeunes, ben, en tout cas, même moi, j'étais le même. Là, si mes parents me l'auraient interdit, j'aurais continué pareil à le faire. Fait que aussi bien Ok. de, de, de juste les accompagner puis d'être sûr qu'ils sont bien encadrés par rapport à leur nouveau sport. Parce que dans ce temps-là, c'était plus tabou. Euh, c'est quand on parlait de lutte, le monde riait de ça. Là. Aujourd'hui, c'est pas mal plus ouvert, c'est plus respectable comme spectacle, comme je pourrais dire. Une maman très protectrice, étant plus jeune? Oui, oui. Oui. Très émotif, qui en venait à mes spectacles de lutte, là, fait que Ok. c'était une fan de lutte qui adorait venir à mes shows, puis elle criait pas mal. Plus jeune, elle l'avait déjà vu, elle regardait aussi, elle, plus jeune, la lutte, elle savait dans quoi tu t'embarquais ou vraiment pas du tout? Elle écoutait un petit peu quand elle était jeune, parce que dans cette époque-là, des années 80, dans le temps du géant ferré ou Henri de Giant, eux, ils se produisaient un petit peu plus au Saguenay, Chicoutimi, ils faisaient des spectacles à l'aréna qu'on avait. Fait que je sais que mon grand-père y allait, fait que elle connaissait c'était quoi le sport de lutte. Puis anyway, quand j'écoutais mes spectacles de lutte dans le salon, elle voyait que je tripais, puis fait qu'elle savait de quoi je m'embarquais là, au départ. Ok.
Comment ça s'est passé tes tout débuts? Déjà, est-ce que quand tu es arrivé avec, disons, avec une mentalité de personne de curieuse, intéressée? C'était quoi un peu la mentalité que tu avais quand tu es arrivé? Parce que tu vois, des fois, il y en a, et attention, hein, c'est pas du tout un reproche, mais tu vois, enfin, je pense que tu le vois encore aujourd'hui, il y en a, enfin, ils arrivent, ils veulent devenir un peu le John Cena de demain, l'Undertaker de demain. C'était quoi la mentalité, toi, que tu avais à cette époque? Quand je suis rentré, quand j'ai fait mes premières, euh, quand j'ai mis les premières fois les pieds dans un ring, mon but premier, comme la plupart des jeunes dans ce temps-là, c'était de se rendre à la WWE. On s'était dit que c'est, écoute, on va tout mettre dans notre côté, mais en fil du temps, cette idée-là, c'est un petit peu plus mis de côté. Je te dirais que j'ai mis mes priorités ailleurs. Euh, mais comment je pourrais dire ça? Mais c'est pas mal ça qui nous a, au départ, qui nous a animés. C'était vraiment de ressembler à nos vedettes qu'on avait dans le temps, à lesquelles d'un certain sens, qu'on copiait. Tu sais. Tu as remarqué que ça allait être compliqué de pouvoir intégrer la WWE par la suite? Ben, c'est compliqué. Ben, aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, c'est un petit peu plus facile Ouais. de se vendre en tant que personnage, d'essayer de, de montrer ce qu'on vaut. Mais dans le temps, c'était un petit peu pas mal plus compliqué. Comme on n'avait pas les réseaux sociaux, dans le temps, c'était plus le gaps de temps à ce que tu apprennes réellement à lutter comme du monde, que tu réussisses à te mettre en valeur. Puis il y a plusieurs étapes aussi pour se rendre à ces affaires, à ces niveaux de sphère-là. Puis moi, au moment que je voulais le faire, mais je n'étais pas prêt de faire les sacrifices qui venaient avec. Hmm. Oui, parce que il faut faire des sacrifices et on l'oublie pas parce que sinon, en fait, en gros, non, mais c'est vrai parce qu'en fait, on s'en rend pas compte. Enfin, quand on est jeune, on dit oui, tu vois, enfin, on veut devenir, enfin, on veut ressembler à notre lutteur préféré. Puis après, bah, quand tu vois un petit peu déjà, enfin, la complicité à pouvoir déjà s'exporter aux États-Unis, vivre là-bas, se faire connaître, c'est ultra compliqué, quoi. C'est ultra compliqué. Au tout début, qu'est-ce qui a été compliqué pour toi? Tu dirais, est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est le fait de pouvoir courir dans les cordes, de te prendre des chutes, de te prendre des atomies? Qu'est-ce qui a été compliqué pour toi, tes tout débuts? Euh, ma grosseur, ma shape. Ok. T'étais Euh, quelqu'un d'assez costaud avant? Non, j'étais tout mou. J'étais tout petit. J'étais Ok. vraiment tout petit. Là. J'étais vraiment pas gros. Fait qu'au point de vue, au niveau esthétique et crédibilité, là, c'était un petit peu plus dur par rapport à ça. Ok. Puis je te dirais l'argent. C'est niaiseux à dire, Hmm. mais quand t'es jeune, moi, ma famille n'était pas fortunée. Fait que moi, de mon côté, ben, l'argent, je gagnais pas non plus des masses. Fait que c'était un peu plus dur aussi de mettre de l'argent sur soi-même, sur du gym ou soit des costumes, soit de dire, OK, je vais aller lutter à Montréal, Québec. Puis, tu sais, j'en ai eu des opportunités d'y aller, mais dans ce temps-là, c'est surtout euh, à nos frais. Tu sais, c'est les moyens que je pouvais pas me permettre. Je pense que c'est surtout ça dans mes débuts que j'ai trouvé plus dur. C'est qu'au niveau athlétique que je l'ai. Ben, j'étais high fly, je bougeais énormément dans le ring, j'avais pas de problématique au niveau de les tombées et tout. Mais point de vue shape, c'est sûr que ce côté-là, j'étais pas crédible. C'est vrai que tu vois, j'en parle très peu dans mes interviews, j'en ai déjà parlé et c'est bien, tu vois, c'est bon des fois de faire une piqûre de rappel, mais à peu près, enfin, alors t'es pas obligé de dire le prix complètement si tu veux pas, mais juste par exemple une année de catch, c'est combien à peu près pour toi? À l'époque, c'était combien? Ah, je m'en souviens pas. Je sais que dans le temps que j'ai commencé, il fallait payer, nous autres, Ok. pour lutter. Fait que c'est à peu près, je pense, si je me rappelle bien, c'était à 40 à 50 pièces par mois qu'on payait pour Ok. pouvoir aller lutter. Fait qu'après ça, ben, le transport. Fait que si on se met une moyenne, à peu près, mettons, on se met à 1000, 1200 par année là, au niveau Ok. du minimum. Là.
Ouais. Non, mais c'est parce que tu vois, c'est bien d'en parler parce que tu vois, comme je dis à chaque fois, tu vois, moi, je veux que mes interviews, tu vois, touchent un peu tout le monde, que ça soit, tu vois, enfin, les gens qui découvrent, les gens qui justement veulent se lancer, se dire, bah oui, bah, c'est bien beau, mon coco, tu fais des interviews et tout, mais combien ça va me coûter ton truc? Bon, après, je sais que c'est complètement différent entre chez vous du côté, enfin, du Québec et chez nous ici du côté de l'Europe de la France, mais au moins, tu vois, on voit un petit peu. Au tout début, tu dirais que tu as réussi un petit peu à trouver un peu le personnage que tu voudrais incarner. Est-ce que ça t'a pris du temps? Bref, comment ça s'est passé pour toi? Hey, mon histoire, là, est vraiment poche. Non, mais vas-y, il n'y a pas de problème. En gros, dans le fond, quand j'ai commencé, il y avait une équipe, plutôt un stable, dans le fond, qui s'appelle les Disciples de Dieu. Ok. Puis moi, dans le temps que j'ai commencé, ben, j'ai aucune idée c'est quoi le nom que je veux me mettre. Je ne sais même pas vers où me lancer. Puis que le promoteur me dit, gars, je t'offre le nom de Barabbas, puis on va te mettre en équipe avec les disciples de Dieu. Fait que, ok, temporairement, c'est tel que tel. Là. Fait que j'ai joué comme un personnage de prêtre au début. Là. Puis après un certain temps, je me suis ramassé. Tu sais, j'ai comme réalisé que ça faisait 3, 4, 5, 6 ans que je dois le même nom. Rendu là, je me suis dit, regarde, ça vaut pas la peine de changer. Là. Le monde me connaît sous le nom de Barabbas, puis je trouve que, tu sais, changer après 5, 6 ans de carrière quand tout le monde t'a connu, je vois pas l'utilité. Fait que je suis resté avec le nom de Barabbas. Puis entre-temps, j'ai dévié, puis, tu sais, les disciples de Dieu, ça a été mis de côté. La gimmick d'après tout aussi. Puis ça a évolué jusqu'à devenir le Barabbas d'aujourd'hui, qui est plus, moi je pourrais dire ça, plus moi-même. C'est comme ma personnalité qui est mise À contribution? à contribution. C'est Barabbas, c'est moi en tant que tel. C'est Steve Podbean avec des traits de caractère plus exagérés. Tout dépendant dans quelle attitude que je suis présentement. Si je suis un méchant, ben, je vais avoir mon attitude baveuse va être upgradée, arrogance, puis du côté face, ben, ça va être plus mon côté, écoute, d'entraide, de vouloir aider tout le monde, la résilience. C'est original comme nom parce que, tu vois, bon, même moi, si c'est vrai, excuse-moi encore, hein, de ne pas avoir réussi à prononcer ton prénom lors de l'introduction, c'est impardonnable. Mais je veux dire, tu vois, c'est un peu original. Tu sais d'où il a trouvé ce promoteur, ce prénom-là? Il a sorti comme ça, il l'avait entendu quelque part. Tu t'es un petit peu renseigné un peu sur ce nom ou vraiment pas du tout? En gros, le nom vient de la Bible. D'accord. C'est Ok. vraiment à propos de ça. Étant D'accord. donné que Barabbas a été choisi pour être libéré à la place de Jésus. D'accord, ok. Barabbas est un voleur. Fait Ok. qu'il trouvait que ça. Ok, ouais, bah alors là, tu m'apprends vraiment un truc parce que moi, tout ce qui est la Bible et tout, je n'y connais, mais que dalle. Donc, désolé hein, s'il y a des gens qui y connaissent, mais aucune idée, moi, je ne connais pas. Aujourd'hui, tu disais que ton personnage, il a un petit peu évolué. Qu'est-ce que tu as changé dans ce personnage et qu'est-ce qu'il faudrait changer? Parce que tu sais, tous les jours, je pense que tu l'as remarqué en 24 ans de carrière, on évolue de jour en jour. Qu'est-ce que tu as changé dans ton personnage et qu'est-ce qu'il faudrait encore une fois changer aujourd'hui? Ouh, qu'est-ce que j'ai changé? J'ai évolué dans le temps. J'ai passé je dirais, de prêtre à Barabbas avec aucune personnalité. Après ça, j'ai essayé d'intégrer un style UFC Fighter, ce qui n'était pas pour moi pantoute. Fait que j'ai revenu avec Barabbas. Puis après ça, je me suis rendu compte avec le temps que pourquoi essayer de me mettre un personnage, puis essayer de jouer un personnage quand je peux être simplement moi-même dans un ring, puis de développer mes côtés de personnalité. Fait que ce qui est en mieux, c'est que c'est plus naturel pour moi. Fait que j'ai pas besoin d'acter un personnage. Par rapport, c'est moi. Fait que c'est ça qui a beaucoup évolué avec le temps. Puis c'est une formule que je garde depuis quelques années, puis que je maintiens, puis que
ce que j'essaie d'évoluer avec le temps, avec les différentes époques, puis selon ce que la foule aime, ce que la foule aime pas. Fait que tu sais, je pense pas qu'il y ait tant d'évolution que ça. Je pense au point de vue du personnage, qui n'est pas vraiment un personnage, là. Je pense que c'est surtout du côté in-ring. C'est de garder une certaine forme encore plus, puis de me recycler au fil du temps. Ok. Plutôt heel, plutôt face, ou les deux pourraient te correspondre? Est-ce que tu as une préférence particulière? Je suis capable de jouer autant le face que le heel, mais j'ai une préférence pour le heel. Oui. Ok. Pourquoi exactement? J'aime le petit côté baveux, j'aime ça faire réagir le monde, les faire fâcher, genre, tu sais, faire une petite affaire là, qui va faire pogner les nerfs au monde, ça j'adore ça. On peut dire, ils nous font chier avec leur héros, ouais. Ils nous font chier à chaque fois, faire ouais, ta gueule, boum. Non, mais ce serait. Mais en fait, tu vois, moi, c'est pareil. Moi, je trouve que parfois, tu vois, t'as des gens, ils ont la tête pour être heal. Tu vois la tête du mec, tu te dis, toi, tu peux que être heal et tu peux pas être face. Il y en a, c'est un peu compliqué à savoir. Et il y en a, t'as beau les mettre heal ou quoi, ça ne le va absolument pas. C'est que uniquement face. Tu dirais que tu t'éclates, toi, tu t'éclates dans lequel à peu près heal, face, ou les deux, tu t'amuses pareil, même si on sait que c'est complètement différent. Je m'amuse à les deux. Les deux? Je m'amuse à les deux, puis je te dirais que dans la dernière année, j'ai beaucoup jonglé sur la ligne. D'accord. Ok, j'ai pas été totalement full heal, j'ai pas été totalement full face. J'ai joué un personnage qui était plus attitude, plus sa ligne, puis le monde a adoré ça. Là, fait que j'arrivais dans des spots chauds différents, fait que je pouvais faire un petit switch d'un côté. Puis quand j'arrivais d'un côté, je pouvais faire un switch de l'autre bord. Tout dépendant. Okay. Du coup, on va parler un petit peu de ton rituel, enfin de ton rituel, pardon, de quand par exemple tu as un show, comment ça se passe pour toi les matins d'un show? Est-ce que tu as un rituel justement, ça, un rituel habituel, enfin je sais pas. Qu'est-ce que tu fais par exemple les matins d'un show? Voilà, je vais réussir à parler, je vais réussir à faire ma phrase, je suis désolé. Mon rituel, j'ai pas vraiment de rituel, à part vérifier ma valise 3-4 fois avant de dévoler. Parce que j'ai tout le temps, je me dis tout le temps, je suis sûr que j'ai oublié de quoi, mais finalement, tout est beau, puis je le revérifie une deuxième fois, une troisième fois, mais non, je te dirais que comment ça ressemble à une journée, étant donné que je suis promoteur aussi, puis que j'organise les shows, mes journées commencent très tôt le matin, fait que souvent, je me lève à 5h, 6h du matin, je me présente en entrepôt, je vais récupérer mon ring, on fait faire l'installation. Normalement, à 13h, je starte une pratique, un séminaire de lutte. Après ça, je finalise l'ouverture des portes, la préparation des shows. Puis après ça, je prépare mon combat. C'est beaucoup de boulot, on se rend pas compte, mais c'est beaucoup de boulot un matin d'un show comme ça. Oui, écoute, je te dirais que je commence à 5-6 heures le matin, puis j'arrive souvent le soir à 3 heures du matin. Là, chez nous. Ouais, c'est pas non plus un rythme évident. Et tu as déjà eu, par exemple, des imprévus pendant un show, genre, je sais pas, un catcheur qui ne peut pas venir, donc du coup, tu as dû réécrire la carte ou pas mal de choses comme ça? Ça arrive, mais c'est rare que tu as moins d'urgence, là. Mais je te dirais, dans les 4 dernières années, c'est arrivé peut-être 2 fois là, qu'on a dû virer la carte de bord le samedi, la journée du show, mais c'est pas quelque chose qui me stresse parce que c'est quand même une carte qui est. Quand tu regardes la big picture de ta carte, toi, tu es capable de te malayer. Il faut juste pas paniquer et se dire « Oh merde, je suis dans l'art. » Oh non, frère. Tu écris l'histoire. C'est quoi? Parce qu'en tant que promoteur également, tu as aussi un peu une part, une part de stress au niveau, de la responsabilité. Tu te dis, putain, est-ce qu'aujourd'hui ça va bien se passer et autres et tout. Mais sinon, tu dirais que c'est quoi également aussi la part d'inconvénient?
est-ce que tu remarques quelque chose au matin comme ça d'un show, quand tu arrives, tu te dis, ah, ça, bon, je dois le faire, mais c'est chiant, si ça pourrait changer, si on pourrait trouver quelque chose pour changer, ça serait cool. Est-ce qu'il y a un inconvénient? L'inconvénient, je te dirais, point de vue personnel, je pense que c'est sur le temps que ça me prend pour sur ma vie personnelle par rapport à ça. Parce que j'ai mon travail, j'ai une femme, j'ai 3 enfants à la maison, puis fait que point de vue des spectacles en tant que promoteur, mais je consacre beaucoup de temps personnel sur ma fédération. Point de vue présentement, la pandémie en 2020, en 2019-2020, ça a fait quand même très mal. Fait qu'on a dû fermer le local, notre local officiel. Fait que depuis ce temps-là, on roule sans le local. Fait que je pense que point de vue de logistique, c'est toujours un petit peu plus compliqué parce qu'on roule de salle en salle, de show en show, de région en région. Puis chaque fois, ben, c'est comme à recommencer. On remonte le setup au complet, son éclairage. On redémonte tout ça. Je pense que c'est beaucoup cette partie-là que je trouve contraignante. Mais quand je ferme les livres la fin de semaine, puis je regarde les résultats, je fais comme ça valait la peine. C'était le fun, puis le monde sont contents. On parle beaucoup du Covid, hein. Désolé pour les gens qui nous écoutent, mais ça a quand même été un peu une période, tu vois. Enfin, il y a eu un avant Covid et un après Covid. Est-ce qu'à un moment donné, tu avais peur clairement de mettre la clé sous la porte au niveau de ton local ou autre? Est-ce que tu avais peur que ta structure, parce qu'il y a beaucoup de, que ça soit dans la lutte ou non, hein, il y a beaucoup d'entreprises malheureusement qui ont fermé. Est-ce que toi, au niveau des finances ou autre, tu as eu peur ou justement ça a été? Dans cette époque-là, j'étais pas encore parce qu'il y a une petite période. Ouais, c'est parce que dans le fond, moi ça fait 24 ans que j'étais avec la JCW, mais de 2018 à 2020, moi j'ai déménagé en Nouvelle-Écosse, fait que j'ai comme quitté un petit peu la fédération. En 2020, j'étais revenu en région, puis j'ai recommencé à me réimpliquer, mais officiellement, j'ai repris l'organisation dans le coin de 2022, où ce que j'ai ramassé. Oui, effectivement, c'est quand même assez stressant parce que, point de vue financier, ça joue quand même dans les. C'est quand même un rôle important. Fait que, au niveau des spectacles, si ton spectacle n'est pas rentable, c'est bien beau arriver kiff-kiff, mais il reste quand même des dépenses de base mensuelles que j'ai à payer, les assurances, l'entrepôt. Ça reste qu'à un moment donné, ça peut être difficile, mais je me doute. Sauf que, moi, je te dis ça. Il arrive jamais rien pour rien. Il faut mettre des risques, il faut risquer des choses. Puis j'ai risqué des choses en 2022, 2023, puis ça a été des succès. Puis aujourd'hui, aller jusqu'à aller aujourd'hui. Ok, non mais au moins c'est bien parce que comme ça au moins tu vois on comprend un peu aussi certaines choses parce que c'est vrai que tu vois c'est bien aussi tu vois l'espèce aussi tu vois j'en ai déjà eu des promoteurs mais tu vois c'est bien un peu de voir comment aussi chacun travaille parce que vous travaillez tous un peu différemment et ça aussi c'est important. Le fait que tu as quitté la fédération où tu étais pendant 24 ans, c'est ça, tu es resté 24 ans dans la même structure, déjà félicitations. Parce que c'est pas. Non, mais il faut être honnête, hein, rester 24 ans fidèle à une fédération. Honnêtement, franchement, je pense que ça s'applaudit. Donc, franchement, bravo à toi. Après, le fait que tu es parti, c'est quoi? C'est pour des questions personnelles que tu as décidé d'être beaucoup plus promoteur aujourd'hui ou c'est juste parce que tu en avais envie, ça faisait partie un peu de choses qui te disaient pourquoi pas essayer également si l'aspect promoteur? En 2018, j'ai quitté pour mon travail, dans le fond, parce que je suis militaire fait que j'ai déménagé en Nouvelle-Écosse. C'était une affectation que j'avais demandé, étant donné que je voulais prendre un peu de recul sur moi-même. C'est une période où ça allait pas bien dans ma vie personnelle, fait que ça m'a comme permis de me ressourcer un peu. Là. Fait que quand je suis revenu en 2020, on m'a contacté pour venir donner un coup de main au niveau de l'organisation. Puis
puisque juste avant que je parte, j'avais été vice-président de l'organisation. Puis, entre-temps, ben là, j'ai repogné vraiment la grosse piqûre, puis j'ai vu que j'étais un leader positif par rapport au niveau de l'organisation. Les membres avaient plus tendance à m'écouter, puis fait que sur ce côté-là, j'ai repris je dirais la flamme là, au niveau de l'organisation. C'est un métier, honnêtement, que j'aime beaucoup. Tu vois, j'ai énormément de respect pour vous, hein, pour les militaires et toutes les forces de l'ordre et tout. Je me dis, ça va pas forcément être évident. Toi, tu es quoi? Enfin, parce que, en fait, en gros, ça aussi, c'est la même chose. Mais un gendarme, c'est un militaire. Mais toi, est-ce que tu es gendarme ou tu es plus militaire? Genre, par exemple, tu vois, un peu les forces spéciales, entre guillemets, tu vois, genre, par exemple, je sais pas comment je pourrais dire. Enfin, tu vois, ceux qui sont partis un peu genre en Afghanistan ou des choses comme ça. Non, moi, je suis, dans le fond, j'ai un métier de support. Je suis, OK. Mon métier, en réalité, c'est technicien en approvisionnement. OK, d'accord. OK. Moi, mon travail en tant que tel, c'est de m'occuper des achats, l'approvisionnement pour les missions, ou pour la base en tant que telle. Fait que, d'accord, OK. Je suis pas un métier. Oui, je pourrais aller en mission, mais ça sera en tant que support et non en tant qu'aller au front. Là. OK. Non, mais au moins, c'est bien parce que moi, tu vois, je te jure, ça a toujours été des trucs, moi, qui me facilitent. Et à chaque fois que je vois des reportages sur des gens comme ça, je suis toujours avec les grands yeux ouverts, avec la bouche ouverte également, parce que tellement que ça m'impressionne d'être des gens comme ça. Et merci à vous. On revient au niveau de l'aspect catch. Hein. Je suis désolé, je suis parti un peu sur le côté. Je voulais savoir, avant que tu ne rentres sur le ring, est-ce que tu es quelqu'un de stressé ou pas du tout? Est-ce que tu stresses avant et aujourd'hui, est-ce que tu as déjà stressé? J'ai toujours stressé, puis je stresse encore aujourd'hui. À chaque fois que ma musique décolle, il y a tout le temps le petit stress d'avant le show qui décolle, avant le combat, puis c'est comme, OK, show must go on, puis c'est le temps que c'est... Puis t'espères que c'est niaiseux, même après 24 ans, t'as tout le temps le petit côté que faut que ça fonctionne comme je veux. T'as tout le temps la petite peur de te dire, j'ai pas réussi ce move-là. Oh merde, j'ai pas réussi à aller chercher ma foule, là. Mais il y a tout le temps le petit stress, mais c'est un bon stress. OK. Un rituel particulier également s'il y a avant tes matchs ou vraiment pas du tout à l'époque? Est-ce que, je sais pas, par exemple, je sais qu'il y en a plein qui ont parfois des maillots porte-bonheur, il y en a qui ont des caleçons porte-bonheur, des chaussettes porte-bonheur. Est-ce que toi, t'as ce type de choses ou vraiment pas du tout? Aucune. Non, j'ai même pas le temps de me concentrer là-dessus, je te dis. Non, mais... Je cours d'un bord puis de l'autre, puis quand j'arrive pour mon combat, puis... oui, non, mais... je me doute. Et je voulais savoir, à l'époque, ça se passait comment ta relation avec le public? Parce que ça, c'est quelque chose de très important, le public également. Ça se passait bien? C'était compliqué d'avoir le public avec toi, peu importe que tu sois heel ou que tu sois face. Ça se passait comment la relation que tu avais avec le public? Dans les débuts, c'est un petit peu plus difficile, c'est sûr, parce que, tu sais, comme je te dis, je me cherchais un peu. C'était un peu plus dur d'aller chercher un côté de réaction quand t'as pas le charisme qui vient avec de ton personnage. Mais quand j'ai commencé à comprendre un peu plus, puis à développer un peu plus Barabas, pour moi, c'était une facilité. Il y a beaucoup de monde qui doutait de ma babyface en tant que méchant, mais j'ai surpris tout le monde au moment quand j'ai fait mon premier heel turn. Ça a toujours été facile pour moi au niveau du spectacle, être capable d'aller chercher une petite réaction, être capable d'aller chercher une petite, tu sais, peu importe quel public, je suis capable quand même d'aller faire réagir. En 24 ans, tu en as vu des choses, que ce soit positif ou négatif, mais tu dirais que il y a une énorme évolution entre ce que tu as connu il y a 24 ans et ce que tu connais aujourd'hui au niveau, que ce soit, par exemple, de la mentalité des lutteurs, de la mentalité des jeunes. Tu as remarqué un peu une différence? Est-ce que c'est plutôt une différence positive et encourageante? Est-ce que pour toi, les jeunes d'aujourd'hui, disons, se bougent un peu plus le cul au catch que à l'époque, où justement c'est le contraire? Aujourd'hui, on se bouge un peu moins le cul, on devrait se bouger un peu plus le cul qu'à l'époque.
Je te dirais que c'est un peu similaire, parce que tu vas avoir ceux-là qui vont vouloir vraiment se développer, puis tu vas avoir ceux-là qui sont juste là pour avoir du fun, ou à la limite, juste voir s'ils sont capables de faire de la lutte. Aujourd'hui, tu as tous les outils pour pouvoir te développer et d'apprendre. Fait qu'aujourd'hui, je te dirais que ceux-là qui se démarquent, puis on les voit sur Internet pas mal. Ok. J'ai comme oublié le reste de ta question. Non, c'est en fait, non, mais c'est parce qu'en fait, en gros, le reste de ma question, c'était de savoir un petit peu, tu vois, la mentalité, si ça avait changé ou non en 24 ans. La mentalité a changé. C'est surtout aussi, je pense, c'est la mentalité de la foule et du public. Je pense qu'il a beaucoup changé au travers du temps. Comme je disais tantôt, quand j'ai commencé, c'était tabou. On disait au monde, on était gêné de dire qu'on fait de la lutte. Tu sais, c'est niaiseux à dire. On était quand même gêné de le dire parce que quand on le disait, ça créait des rires ou le monde était comme niaise, là. Sport de tapette. Excuse-moi oui, non, mais le monde disait ça. C'est. Aujourd'hui, le monde aujourd'hui comprenne un peu plus que c'est du spectacle. Moi, j'appelle ça un spectacle de cascade. Ouais. Un spectacle de cascade théâtrale. Tu sais, ben, job, moi, en gros, c'est de te faire un combat, puis de te faire douter, puis de te faire réagir. Aujourd'hui, le monde comprenne que oui, c'est un combat que la fin est scriptée, puis qui gagne, qui perd, mais que c'est quand même difficile sur le corps. C'est quand même demandant comme sport, parce que veut pas, on met quand même notre corps à l'épreuve. Spectacle après spectacle, puis faut se maintenir quand même pas mal plus en forme que bien d'autres sports. Et encore une fois, pareil, hein, parce que, alors je le répète toujours et je le répéterai tout le temps, je m'en fous un peu, mais parce que je sais que beaucoup de monde compare le catch le catch, la lutte, c'est exactement pareil, à la boxe, c'est complètement différent parce que vous, en fait, en gros, vous avez des préparations qui est complètement différentes, c'est beaucoup plus intense chez vous parce que vous devez être prêt tous les week-ends pour 3 galas à peu près, si c'est le vendredi, samedi ou dimanche, alors qu'un boxeur, lui, il s'entraîne pour 1 ou voire 2 combats dans l'année, donc c'est pas du tout exactement la même chose, hein. Donc c'est ça aussi que beaucoup de monde en fait n'arrive pas à comprendre. Ils disent oui, mais tu vois, moi je préfère plus la boxe et tout. Oui, il y a pas de problème, tu peux aimer la boxe, mais c'est pour ça, ne compare pas les entraînements d'un lutteur avec celui d'un catcheur. Tous les boxeurs qui sont passés par le catch, que ça soit Logan Paul, que ça soit des Mohamed Ali à l'époque, des Mike Tyson et tout, ils l'ont toujours dit que les entraînements de lutte sont beaucoup plus compliqués que celles d'un boxeur professionnel. Totalement d'accord, parce que nous, malgré, tu sais, il faut s'entraîner, il faut se mettre en forme au niveau point de vue apparence, au point de vue aussi cardio. Il faut quand même être capable de performer dans un ring, de maintenir toutes les séquences, les différentes prises, les différentes tombées, de quel bord que tu te lèves. Quand tu tombes, il faut que tu te relèves, toute la psychologie qui vient un petit peu plus difficile que certains ont voyé ça comme compliqué. Tout à l'heure, tu parlais un petit peu des réseaux sociaux, qu'à l'époque, les réseaux sociaux n'existaient même pas, plutôt Internet. Et puis après, ça a commencé un peu à monter et tout. Aujourd'hui, avec l'effet des réseaux sociaux, est-ce que tu penses que le kayfabe est mort ou est-ce que c'est toujours possible d'avoir du kayfabe? Bref, c'est quoi ton avis en tant que promoteur et en tant que lutteur? Du kayfabe. Aujourd'hui, je pense que c'est un peu plus difficile de réussir à garder ça, étant donné que, tu sais, on le sait tous là, que c'est un sport de divertissement. Par contre, pour rire un peu de ça, nous, au Saguenay, on a quand même 2 organisations pour la petite population qu'on est. Fait qu'on a elle de Jonquière, la JCW, on a un autre qui est à Chicoutimi, c'est la AWE. Puis les fans se sont créés une petite guerre et ils pensent que réellement qu'on se déteste l'un et l'autre. Fait que je pense qu'il y a quand même encore aujourd'hui, on est capable d'avoir un certain type de public qui croit encore que la lutte c'est pas arrangé. Puis c'est correct.
T'arrives, toi, à travailler avec d'autres promoteurs? Parce que je sais qu'ici, en France, c'est un peu compliqué parfois de travailler avec... bon, ça arrive, hein, ça existe, hein, qu'un lutteur d'une structure vient catcher dans une autre structure, mais est-ce que vous arrivez à travailler? Parce qu'ici, en France, parfois, c'est un peu compliqué. Je te dirais... Disons qu'en fait, en gros, le problème qu'il y a, excuse-moi, disons qu'en fait, je pense que tu as dû le remarquer aussi en 24 ans, il y a beaucoup trop d'ego, quoi. Il y a beaucoup trop d'ego. Ça, il y en a toujours eu. Il faut toujours en avoir. Point de vue en tant que promoteur, je te dirais que je suis capable de m'entendre avec 75-80% des promoteurs du Québec. Il n'y a pas de problème, là, je m'entends bien. Mais il reste quand même un petit 1% qui est toujours un peu plus difficile à travailler ou à essayer de s'entendre sur certaines choses. Je m'alignerai pas plus en détail par rapport à ça parce que je veux. Mais pas de souci. Mais côté promoteur, j'ai pas de problème en tant que tel avec la plupart avec qui je fais affaire. OK. Et est-ce que pour toi, par exemple, à la table de merchandising, par exemple, parce que ça, c'est aussi beaucoup une question que je me pose et que vous avez tous les gens que j'ai eu ici sur cette chaîne, ils ont tous un avis complètement différent. Alors, et puis, c'est bien, tu vois, d'avoir un avis différent, mais toi également, je veux aussi avoir ton avis. Est-ce que pour toi, quand le show est fini, peu importe que tu as été heel, que tu as été face, pardon. Est-ce qu'il faut rester toujours dans le kayfabe? Est-ce qu'il faut être hors kayfabe? Bref, comment tu es toi exactement? Comme je dis, moi de mon côté, mon personnage c'est moi-même, fait que je change pas réellement quand je suis quand je sors à l'entraque ou quand je vois les fans après le show. Par contre, pour avoir vu certaines personnes, je trouve ça correct de sortir du personnage à certaines limites. Mettons, je verrais mal, mettons, ça, je vais prendre l'exemple sur la WWE, je verrais mal Kane sortir de son personnage versus un John Cena. Ouais. Je pense que certains personnages devraient rester kayfabe. Versus d'autres que ça n'aura pas tant d'impact à part de gagner un lien de confiance puis de la notoriété avec des nouveaux fans. Je pense que sur ce côté-là, je te dirais que je suis quand même assez ouvert là, que les lutteurs sortent puis qu'ils voient puis qu'ils sortent un peu de leur personnage. Mais comme je te dis, à certaines limites, tout dépendant du personnage en tant que tel. Je pense que ça dépend. Je te dirais que je suis comme 50-50 tout dépendant du personnage. OK. Toi, en tant que promoteur, tu as déjà demandé des fois à des lutteurs, par exemple, juste pour une rivalité un peu particulière, de ne pas s'afficher ensemble, d'être vraiment dans le kayfabe. Et est-ce que justement, ils l'ont tenu? Est-ce que ça a été compliqué pour eux? Est-ce que tu as déjà fait des demandes? Parce que je sais qu'il y en a, par exemple, quand j'ai posé cette question, ils m'ont dit oui, on a dû le faire, on a dû, pendant notre rivalité, pas publier de photos ensemble, faire très attention à ce qu'on faisait sur nos réseaux sociaux. J'ai pas demandé ça à mon monde, mais récemment, j'ai utilisé cette technique-là par rapport à ma rivalité que j'avais avec mon vrai beau-frère. OK, wow. Mon beau-frère, dans le fond, il luttait dans le temps, il a quitté en 2013. En jasant l'année passée, on discutait, puis il disait que le seul regret qu'il avait dans la lutte, c'était de ne pas avoir eu de rivalité avec moi. Puis dans ce temps-là, il n'était pas très en forme, fait que j'ai dit, gars, mets-toi en forme, mets-toi en shape, puis je vais te le donner, cette rivalité-là. Okay. Puis moi, j'ai mon garçon, il a 15 ans, puis je l'entraîne pour la lutte. Fait que il arrive en janvier 2024, il effectue son retour, puis il m'a attaqué. Fait qu'on a mélangé vraiment le style, l'histoire de famille. Là. On a joué sur le personnel. Moi, j'ai perdu un garçon en 2013, puis qu'on a joué là-dessus un peu, il m'a nargué. Puis dans mon combat contre Shelton Benjamin en mai, mon garçon me trahit. Il s'est reviré contre moi. Puis il est parti avec son parrain. Fait que moi, j'ai demandé à mon garçon, puis j'ai exigé de mon garçon
à toutes les shows que mon beau-frère était pas là, qui s'appelle Scotty, ne soit pas présent ou qu'il soit caché à l'arrière-scène. Je voulais pas le voir. Je voulais pas. Tu sais, parce qu'on jouait la carte que mon garçon me trahit. Mon garçon est parti de la maison. Techniquement, je suis pas supposé d'être avec lui. Vu qu'on jouait avec la carte personnelle, je trouvais que c'était pertinent de la jouer aussi en dehors. Un peu comme Rey Mysterio et Dominique Mysterio, quoi. Un peu, ouais. Et quand tu dis ton beau-frère, c'est quoi? C'est le frère de ta compagne ou le fils de ton beau-père? Enfin, le mari de ma soeur. D'accord, ok, donc ouais, ok, ça marche. Ouais, non, parce qu'on peut avoir, c'est aussi c'est un problème chez nous les humains. Un beau-frère, ça peut être n'importe qui, et ça, franchement, c'est compliqué. Tu parlais justement de ton match avec Shelton Benjamin, je l'avais justement noté pour éviter de l'oublier. Alors, du coup, comment ça s'est passé de se retrouver avec Shelton Benjamin sur un ring? Je te dirais que c'était. J'avais beaucoup d'émotions contradictoires. Ok. Écoute, c'est moi qui étais allé chercher à l'aéroport à Québec. J'ai fait la route avec 2h30 de temps dans un véhicule, mais on n'a pas parlé pas en tout de lutte. Quand il est arrivé à l'événement, parce que j'ai envoyé. Il est arrivé un petit peu plus tard pour mon spectacle. Moi, j'étais en train de courir d'un bord puis de l'autre, fait que le spectacle d'école puis tout, puis. Je parle avec. J'ai dit, tu qu'on discute? As-tu des affaires que tu veux faire? Des affaires que tu voudrais pas faire? Pis tout. Et il m'a répondu. Moi, j'aime ça, tu sais, quand je rencontre quelqu'un pour une nouvelle fois, j'aime ça qu'on parle plus puis qu'on planifie énormément le combat. Et il me répond, il dit, laisse faire, il dit, fais-moi confiance, on va se parler dans le ring. Moi, je suis comme, ok, tu biaises. Puis finalement, c'est la plus belle expérience de lutte que j'ai eue. On a juste planifié la fin, un petit peu le début. Le reste, il m'a collé dans le ring. Écoute, tu vois la différence entre la lutte indépendante puis la lutte professionnelle. Comment il monte un spectacle, comment il monte un combat, comment tout est pensé par rapport aux spectateurs qui écoutent à la télé. Ouais. Tu sais, même moi, quand je lutte, je me dis, il faut prendre notre temps. J'arrête pas de répéter ça à mon monde. Puis dans ma tête, j'étais trop lent dans le combat contre Shelton Benjamin. Puis il me répondait, slow down, tout fast. J'étais comme, ok, man, dans le fond, finalement, c'est à moi encore à ralentir. C'est comme. Puis, tu sais, j'ai comme aimé l'expérience par rapport, tu sais, comment il me calait les prises. Tu sais, j'étais couché à terre, puis il était debout, puis il me criait c'était quoi qu'il allait me faire. Et du coup, alors, comment il est? Il est comment chez Shelton Benjamin? Il est sympa, il est un peu chiant, je sais pas, je demande, hein. Comment il est? Non, il est fin. Sérieusement, il est fin. Quasiment plaisant, intéressé. Quand j'ai descendu, il est arrivé avec sa compagne. C'est un gars qui est intéressé, tu sais, plus réservé. Mais tu sais, il n'a pas resté sans discuter. Là, il me posait des questions sur moi. Tu voyais qu'il était intéressé par rapport à ma vie personnelle. Tu fais quoi? Puis tu sais, le gars, quand même, il n'y a pas d'ego. Des fois, tu peux arriver que les gars de la WWE peuvent avoir des égos. Je trouve que pour son statut, il n'y en avait pas tant que ça. Puis, il a quand même été respectueux par rapport à la direction que je voulais m'aligner par rapport à mon combat avec lui. Il aurait pu simplement dire non, ça me tente pas, moi je fais pas ça, moi je fais fuck it. Non, il l'a adapté selon sa vision de la WWE, puis ça a amélioré la qualité du combat. Puis, je te dirais que c'est un que j'ai beaucoup dealé que j'ai aimé dealer avec. On a dealé aussi cette année avec Fandango. On a dealé l'année passée avec Eric Redby, Eric Rowan. Puis aucune problématique. À date, on n'a quand même pas eu des belles expériences. Eric Rowan, c'est plus quelqu'un de réservé et timide. Il parle pas, il reste dans son coin.
Il t'a parlé de Bray Wyatt ou pas? Non, on ne va pas parler de Bray Wyatt. Okay. Non, mais parce que je sais qu'ils étaient très attachés et que son décès, hein, malheureusement, l'a beaucoup touché. Ça t'a touché aussi, toi, le décès de Bray Wyatt? Oui, mais ça m'a surtout aussi pas choqué, mais ça me laisse sous le choc pareil, de se dire qu'il est quand même jeune, puis c'est quand même soudain. Même à la fin pour le carton. Ouais, c'est incroyable. Je me doute. Et ça va, enfin, tu vois, c'est comme tu disais, on a vu directement la différence entre quelqu'un qui vient de l'indépendance et quelqu'un comme Shawn Michaels ou d'autres qui ont des années derrière d'expérience. Ça s'est tout de suite vu et ça s'est également aussi ressenti. C'est important pour toi d'avoir des fois des personnes vraiment confirmées pour venir dans ta structure? Important, non, en tant que tel, mais très éducatif. Je trouve que oui, je pense que tout le monde devrait au moins, chaque fédération devrait quand même voir à engager un lutteur de cette expérience-là et de développer des séminaires avec ces personnes-là. Parce que veut pas, l'indépendant, la lutte d'indépendante est vraiment différente là, entre ce qu'on fait et la WWE. C'est pas le même produit. Tout à fait que le AEW puis la WWE est quand même un produit différent, même s'il y a des lutteurs d'un bar qui est allé l'autre bar. T'sais. Je pense que la mentalité est pas mal différente, mais je pense qu'il n'y a rien de négatif à apprendre d'eux autres. Je pense que c'est juste du positif. Puis tu prends ce qui t'appartient, puis les choses que tu penses qui te rejoignent pas, tu le mets de côté, mais ça reste quand même une belle expérience pour n'importe qui, même moi, mais versus les autres aussi qui ont regardé le combat, parce que beaucoup de monde, des lutteurs, ils attendaient de voir ce match-là, fait que ils ont appris pareil en voyant ce que Shelton Benjamin faisait dans un ring. Puis là, après, parce qu'après, il arrive en arrière puis il explique, certaines choses. C'est qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il n'a pas vu, qu'il aurait aimé travailler. Puis, c'est pertinent ce qu'il dit. OK. C'est toi qui les as contactés ou alors on les a contactés? Pour toi, ça s'est passé comment exactement? Dans mon équipe booking, j'ai un garçon, un adolescent qui a 15 ans, non 16 ans, un mordu de lutte. L'année passée, dans le fond, je l'ai introduit moi dans mon équipe de booking parce que il écoute nos shows depuis qu'il est haut comme 3 pas. Il y a une tête de lutte, il s'appelle Luca. Puis s'il écoute ça, salut Luca. Quand je l'ai introduit dans l'équipe booking, il s'est intéressé aux lutteurs extérieurs. Puis l'année passée, janvier, on avait annoncé le Dark Order sur notre spectacle de Saint-Ambroise. Puis à 2 semaines de notre combat de Saint-Ambroise, Dark Order ont dû de se canceller pour les tapings TV. Fait qu'on a 2 semaines pour s'en virer de bord. Et Luca nous a sorti Eric Redbeer. Il a réussi à contacter Eric Redbeer. Puis c'est lui qui l'a amené sur le show. Fait que moi, j'ai juste à payer le billet d'avion, à tout préparer la logistique. Mais c'est un petit garçon qui veut énormément, qui a beaucoup de ressources, qui est beaucoup débrouillard. Puis quand on a parlé pour Saint-Ambroise 2024, en fin d'année 2023, il nous avait sorti Ethan Carter, puis il nous avait sorti Chavo Guerrero, puis il nous avait sorti Shelton Benjamin. Eh ben franchement, respect à lui. On revient au niveau de toi. On va parler un petit peu de ton tout premier match. Comment ça s'est passé ton tout premier match? Est-ce qu'il a été bon? Est-ce qu'il a été catastrophique? Bref, est-ce que tu en gardes un bon souvenir ou pas? J'en garde un bon souvenir. Mon premier combat, c'est dans la Royal Rumble qu'on avait à la HW en janvier 2001. Je luttais contre mon ancien partenaire qui était dans Disciple de Dieu. Mais que ça a crissement bien été. Malgré le fait que en dehors, dans la vie privée, cette personne-là ne m'aimait pas.
Ok. Mais on a quand même été professionnels là-dessus. Puis on a fait quand même un bon petit combat, me semble, dans mes souvenirs. Là. Ça date quand même de très très loin, là, mais il me semble que j'ai pas de souvenir que ça avait vraiment mal été. Là. Sans trop rentrer dans les détails, tu savais pourquoi ils te détestaient ou pas du tout? Parce qu'en général, on se pose la question pourquoi une personne ne nous aime pas. C'est quoi? C'est ta tête qui lui revenait pas? Enfin, t'as su un petit peu ce que c'était ou vraiment pas du tout? Ou tu t'en foutais complètement? Je te dirais que j'en sais même pas pourquoi. D'accord, ok. Non, mais après, non. Je suis du genre écoute, dans la vie, je peux pas plaire à tout le monde. Oui, bien sûr. Puis, rendu là, regarde, c'est au bout de la ligne, moi, je choisis de m'en foutre puis de continuer de faire mes affaires. Parce qu'au bout de la ligne, regarde, guess what? Ça m'empêche pas de dormir. Là, que tu m'aimes pas. non, mais c'est vrai, tu vois. Non, mais c'est vrai que, et, tu vois, ça, c'est bien d'avoir une mentalité pareille. Et je trouverais que beaucoup de monde, faudrait qu'ils ont une mentalité quand même, tu vois, par rapport à ça. En fait, en gros, tu vois, peu importe hein, que les gens, tu vois, enfin, qui sont tous différents et tout, franchement, tu devrais t'en foutre, en fait. À quoi? Enfin, encore une fois, tu vois, je l'ai déjà répété dans plusieurs interviews, mais tu vois, c'est les gens que tu les aimes ou que tu les aimes pas, tu vois, enfin, qui sont de d'autres bords que toi ou non. En fait, personnellement, à quoi ça va changer ta vie? Est-ce qu'il t'empêche de vivre? Non. Est-ce qu'il t'empêche d'aller pisser? Non. Est-ce qu'il t'empêche, je sais pas moi, de dormir? Non plus. Bon, voilà. Tu vois? Non, mais c'est vrai. Moi, tu vois, je fonctionne comme ça, en fait. On va peut-être me dire que je suis maso, mais moi, tu vois, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je me dis, en fait, peut-être que la personne qui est en face de moi est différente pour différentes raisons. Hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais moi, je fonctionne comme ça. Je fais, voilà. Certes, il est différent, mais est-ce que moi, il me dérange? Non. Est-ce qu'il m'empêche de vivre? Non. Est-ce qu'il m'empêche d'aller pisser? Non. Donc voilà. Tu vois, moi, je m'en fous, en fait. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça et je trouve que c'est la meilleure méthode. On arrive au niveau des questions compliquées, hein, je suis désolé. Tu dirais que c'était quoi l'un de tes meilleurs et l'un de tes pires matchs? Mon meilleur match, dans le fond, je vais y aller avec Shelton Benjamin. C'est par rapport à tout le côté nostalgique puis le fait de l'expérience qu'il m'a apporté. Mon pire match. Souvent, on aime bien l'oublier. Hein. Les pires moments, on essaye de les oublier. Oui, oui, je me souviens. OK. J'avais un match de table. Et ça date de loin. OK. Je me souviens de ce combat-là. J'avais un combat de table. J'étais enrhumé avec une bronchite. Mon adversaire filait pas. Toutes les prises n'ont pas marché. Les tables pétaient pas. Le combat s'est pas déroulé comme on le voulait. Sérieusement, c'était un combat qui était à oublier. Je m'en souviens, c'était contre Degenerate. Puis, il n'y a rien qui fonctionnait. Là. On essayait des choses. Puis, sur de base, quand on avait discuté en arrière-scène, tout était en un, puis rendu dans l'exécution, ça a été un bordel total. Moi, j'étais malade par-dessus tout. Au lieu de genre dire, on va faire le match une autre fois, l'autre qui file pas pantoute, on est deux malades qui rentrent dans le ring, qui est pas là physiquement, pas là mentalement, puis qui essaie de faire un match de table, puis que finalement, ça n'a pas été un très bon match. Non, mais on peut comprendre parfois, tu vois, enfin, on a des mou, enfin, tu vois, des moments où on est un petit peu mou, c'est comme ça arrive. Du coup, je voulais également aussi savoir, c'était quoi un petit peu la réaction de ta famille quand ils t'ont vu justement, ça y est, sur le ring pendant un show. Est-ce qu'ils étaient fiers de toi? Est-ce que, par exemple, ta mère était fière de toi? Tu parlais également aussi de ta sœur tout à l'heure. Est-ce que ce sont des gens qui sont fiers de toi? Aujourd'hui, on est venu te voir en te disant, franchement, je suis fier de toi, de ce que tu as fait? Ma mère était fière. Okay. Mon père, lui, il continue. Il le dit pas. On n'a pas vraiment une grosse discussion entre moi et mon père. Hein. Mais je sais qu'il est fier de ce que je fais. Parce qu'il me suit. Mais au niveau familial, je pense que mes fils sont très fiers de ce que je fais. Puis ce qui est très très plaisant, moi, c'est quand je fais mon entrée puis j'ai vu la gang me regarder, puis qu'ils sont heureux de ce que je fais, puis qu'ils sont impressionnés par ce que papa il fait.
Tu es d'accord avec moi si je dis que peut-être que ton père, tu vois, enfin, n'arrive pas à extérioriser son ressenti. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai l'impression que chez nous, tu vois, les hommes, on a du mal, tu vois, des fois à dire, tu vois, par exemple, souvent à nos enfants ou quoi que ce soit. Bon, moi, j'ai pas d'enfants, mais c'est vrai que, tu vois, enfin, je le remarque beaucoup en discutant avec beaucoup de personnes qui ont des enfants, de dire, tu vois, enfin, genre, je suis fier. Tu vois, de toi, mon enfant, ou juste le mot je t'aime. Tu vois, pourtant, c'est pas quelque chose de sorcier, mais j'ai l'impression que pour certaines personnes, que ça soit une maman ou que ça soit un papa, mais beaucoup chez nous, les gars, j'ai l'impression que c'est parce que voilà, tu vois, enfin, on a de l'orgueil et tout, tu vois, c'est nous, l'homme de la maison, c'est nous qui posons nos couilles sur la table, quoi. Comme on dit, je trouve qu'on a un peu plus de mal à se dévoiler qu'une maman. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je suis totalement d'accord, parce que mon père a toujours été le même, là. C'est toujours été, Okay. tu sais, la vision de l'homme qui amène l'argent sur la table, le pain sur la table, dans le fond. Tu sais, il y a une vieille mentalité, puis, tu sais, mon père, c'est pas lui qui va s'ouvrir énormément. Moi, j'essaie, je suis un peu comme lui à un certain niveau. Par contre, tu sais, j'encourage mes enfants, tu sais, je leur dis souvent, là, comme mon plus vieux, là, quand il a fait ses premières apparitions dans le ring, j'ai dit, là, je suis fier de ce que tu as accompli, puis tu sais, j'essaie de briser ça parce que je le comprends. Parce que naturellement, j'étais comme un peu comme mon père, parce que veut pas, c'était mon modèle. C'est lui qui m'a montré que les hommes fonctionnaient comme ça, mais aujourd'hui, ça marche d'une autre manière. Oui. Tu sais, il n'y a pas de moule parfait. Il n'y a pas de moule parfait. Puis je pense que c'est important que le père s'implique plus puis il s'extériorise plus. Fait que, tu sais, j'essaie d'inculquer ces valeurs-là à mes gars, parce que je suis capable de comprendre que, oui, mon père m'aimait, oui, mon père m'aime, mais l'exprime à sa manière. Ouais, c'est compliqué, mais tu vois, t'es pas le seul, hein, que ça soit toi, que ça soit moi, que ça soit d'autres grosses personnes. De toute façon, beaucoup de monde le dit. À chaque fois, on parle toujours de la maman, mais on parle rarement de nous les papas, parce que, bah, enfin, je dis nous les papas, je suis pas papa, mais je veux dire nous les hommes, quoi. C'est plutôt ça que je voulais dire. Mais tu vois, c'est vrai que nous, on a moins de facilité à montrer nos émotions, et je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Je voulais savoir, est-ce que toi, personnellement, tu as des types de matchs qui pourraient t'intéresser? Est-ce que, par exemple, les matchs hardcore, ça peut être des choses qui pourraient t'intéresser, ou alors tu préfères simplement que des matchs classiques ou des matchs à stipulation? Je te dirais versatile. Je suis capable de faire n'importe quoi. J'adore faire des matchs hardcore. Ok, tu vois, c'est rare, parce qu'en général, on me dit que c'est vraiment la chose qu'on ne veut pas faire. Je suis différent. J'aime pas. Il y a une limite? C'est pas que j'ai une limite. Ben oui, j'ai des limites. J'ai des restrictions que je m'impose, que je veux pas non plus aller là. Parce que ce que j'aime du hardcore ou du match, comme là en fin de semaine, en fin de semaine le 21 septembre, j'avais un combat non sanctionné. Puis oui, on a sorti des armes, mais il faut que ça soit logique. Puis je veux pas. Moi, j'aime pas tu sais, des coups de néon, je trouve ça stupide. Ça, j'aime pas ça. Je pense qu'une fois de temps en temps, de faire un combat de ce style-là peut rajouter à une rivalité. Est-ce que j'en ferais tout le temps? Non. Est-ce que je suis capable d'en faire? Oui. Le corps, après, le corps, il en prend un sacré coup. C'est justement, il faut choisir ses bombes, il faut choisir ses cascades. Puis tu sais, j'aime ça. J'aime essayer de faire des affaires différemment. Tu sais, pas juste dire, OK, je fais un power, je pogne un gars, je le tire dans la table. Non. J'essaie d'expliquer de quoi, tu sais, de faire une surprise. On place une table, mais on va essayer de la péter d'une autre manière que le monde ils verront pas venir. Le monde, c'est des coups de chaise, mais on peut utiliser la chaise d'une autre manière que donner des coups de chaise. C'est ce que j'aime du combat hardcore, c'est d'être capable d'innover, de raconter une histoire, parce que c'est quand même. Raconter une histoire dans un match 1 contre 1, c'est plus facile. Quand tu arrives dans un combat hardcore et tu essaies d'introduire une histoire et une logique dans le combat, c'est des petits défis. Puis ça, j'aime ça. Et tu choisis vraiment la bonne personne pour faire le match hardcore, parce que je suis sûr que tu vas pas non plus le faire avec n'importe qui, avec le premier Guguste qui vient. Tu vas pas lui dire vas-y viens la semaine prochaine on fait un match hardcore ensemble. Tu fais vraiment une sélection des gens avec qui tu souhaites en faire ou ne pas en faire.
Aujourd'hui, oui. Ok. Tu sais, avant, quand j'ai commencé, je faisais pas de distinction. Là, Ok. je prenais n'importe quoi contre n'importe qui. Puis, est-ce que c'était intelligent? Non, parce qu'aujourd'hui, mon corps est un peu plus magané qu'il aurait dû l'être. Il est un peu plus. Mais aujourd'hui, je choisis. Tu sais, je choisis mes bombes, je choisis ce que je prends, ce que je prends pas, selon la confiance que j'ai envers la personne. Fait que, tu sais, je sais qu'il y a certaines. Tu sais, je suis capable de. Je pense qu'il y avait quelqu'un. Tu sais, je suis capable de voir aussi la capacité chez les gens. Fait que, tu sais, quand quelqu'un me dit ah, je vais te faire ça, puis je sais qu'il y a de la misère à faire telle prise, genre, je vais être comme non. C'est non. Oui, non, mais c'est sûr, parce que tu vois, je sais qu'il y en a des fois, tu vois, ils se disent, oh, vas-y, viens, on va le faire. Puis en fait, au final, bah, tu te rends compte que la personne qui veut te faire ça, tu vois, n'est pas habituée à faire ce genre de truc, et je peux comprendre. Alors, du coup, la sensation, c'était quoi la sensation d'un match? Comment t'as ressenti ce match hardcore? C'est quoi, ça a piqué? C'était quoi la sensation? Un rush d'adrénaline. Comment? C'est vraiment surtout un rush d'adrénaline. Ok. C'est le côté spectacle, je dirais. Le fait de réagir les fans, mais pas de la manière qu'on voudrait. Tu sais, tu manges un gros pomme, puis la foule va. Oh! C'est ce qu'ils aiment. Fait que je pense que c'est ce qu'ils veulent aussi. Sensation, je pense, je dirais. À part d'être raqué après, par exemple, le lendemain. Ouais, le dos, il a dû se dire, oula, qu'est-ce qu'il est en train de me faire celui-là? Parce que c'est pas. Non, mais c'est vrai, parce que le dos, des fois. Est-ce que toi, par exemple, après un match comme ça, tu prends par exemple un bain glacé? Parce que je sais qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils, tu vois, un peu pour faire circuler, tu vois, la circulation du sang et tout. Est-ce que toi, tu prends un peu un bain glacé après un match comme ça ou vraiment pas du tout? Pas du tout. Une bonne douche chaude. Ok, non, mais je sais pas, je sais qu'il y en a qui. Ok. Bon, j'avais jamais entendu ça parler pour les bains glacés, mais pour être honnête, j'ai pas envie d'essayer. Je me doute ça. Je me doute ça doit être froid, sinon tu vas finir comme un con, comme un glaçon, et ça va être un espèce de glaçon et tout. Ah ouais, moi c'est pas rien, je pourrais pas du tout. Déjà, à peine que l'eau elle est un peu froide et tout, elle est un peu tiède, je peux pas. Alors en plus, si là c'est glacé, laisse tomber. Et juste pour te terminer, et après on arrive au niveau des questions qui est compliqué, est-ce que tu arrives aujourd'hui à les regarder tes matchs et à les analyser, et justement, est-ce que tu arrives à te juger ou pas, ou parfois tu as l'impression que tous les matchs que tu fais, c'est un peu de la merde, et que et que tu galères entre guillemets, tu vois, à trouver des choses positives, alors qu'il y en a toujours des choses positives à un match. T'arrives à t'auto-juger, à t'auto-critiquer? Je suis quelqu'un qui est capable de s'auto-critiquer un peu trop même. Je suis perfectionniste de nature, fait que quand je regarde mes combats, j'essaie souvent de pas trop l'écouter parce que je sais comment je suis. Je me mets à analyser. Au lieu de regarder le match dans son ensemble, j'analyse chaque mouvement, puis là, je me critique, puis je viens que c'est trop. Puis après ça, ben là, le combat d'après, j'étais encore plus perfectionniste, fait que j'essaie un peu de détacher un peu. Mais oui, je suis capable de regarder, je suis capable de voir les bons coups, je suis capable de voir les mauvais coups. Qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment? Qu'est-ce que j'aurais dû faire à la place de telle chose? Je suis capable d'être capable de juger ma propre performance. Tu te prends un peu trop la tête, j'ai l'impression, il y a des moments, non? Ouais, un petit peu, oui. Non, mais c'est normal, c'est normal, je comprends tout à fait. Et du coup, je voulais juste revenir sur une question dont tu parlais tout à l'heure, mais comme je l'ai là, ça sert à rien que je te la pose tout à l'heure, autant de la poser là. Tu parlais que tout à l'heure, tu avais 3 enfants et qu'un de tes enfants, justement, s'est lancé dans la lutte. C'est quoi la condition que tu mets quand ton enfant se lance dans la lutte? Est-ce que tu as des conditions particulières? La seule condition que j'ai mis au fait que mon garçon fasse de la lutte, c'est qu'il soit formé par moi. Ok. C'est vraiment, je voulais l'encadrer le plus possible pour qu'il ait la meilleure des formations. De ne pas avoir le même chemin que moi j'ai eu. Moi, je l'ai appris
sur le tas, comme on dit. Je l'ai appris en faisant de la lutte. Quand j'ai commencé, j'ai eu les petites formations de base, genre comment tomber, comment courir des cordes, puis après ça, on jouait à reproduire ce qu'on voyait. Non? Fait qu'avec le temps, à force de lutter, à force d'avoir des conseils, à force de me développer, j'ai développé ce que je veux de mon gars, mais quand j'ai dit que tu allais commencer de la lutte, c'était qu'il soit formé par moi. C'est la seule condition que je voulais. C'est pas mal ça, mon gars sur le comptoir. Être le fils d'eux, est-ce que c'est compliqué, tu dirais? C'est sûr. Non, je pense pas. C'est sûr que peut-être que moi, on va se mettre des attentes là, par rapport au fait que mon garçon, c'est le fils de Barabas. Là, le monde aime bien m'appeler la légende de la JCW, là, mais l'icône de la JCW. Mais non, je pense que la seule différence, c'est qu'il va avoir des bonnes bases et qu'il va être bien entouré. Okay. Ok. Est-ce que tu es prêt pour les questions compliquées? Je sais pas, hein? C'est toi qui va. Okay. Vas-y. Allez, c'est parti. Déjà, dans un premier temps, pour toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais que le catch t'a apporté? Point de vue, je pense, développement personnel. OK. Beaucoup d'interactions avec les gens. Je pense que, quand j'étais jeune, quand j'ai commencé la lutte, ça m'a sorti un petit peu de ma... je vais y aller, là, dans l'adolescence, ça allait pas bien dans ma vie. Je prenais de la drogue. De la drogue. Okay. Je prenais pas tant de drogue que ça, mais j'étais un petit crise de bombe, qu'on pourrait dire. J'étais pas quelqu'un qui était recommandable dans ce temps-là. Puis la lutte m'a quand même sorti de ce pattern-là. M'a fait changer mon cercle d'amis. M'a fait développer un peu plus de confiance. M'a fait augmenter ma maturité aussi. Ça m'a fait développer mes interactions sociales. Je pense que ce côté-là, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Tu t'es découvert un peu autrement, un peu comme... Enfin, moi, j'ai un peu l'impression, tu vois, enfin, entre guillemets, c'est un peu un Covid bis. Je m'explique que quand je dis ça, le Covid, on a tous été confinés, donc on n'avait pas le choix de vivre tous en même temps et tout. Et donc, pour certains, il y en a qui ont appris à se découvrir ou à se redécouvrir. Est-ce que tu dirais que la lutte, toi, c'était ça pour toi? C'est appris à te découvrir ou justement à te redécouvrir? C'était surtout que à cette époque-là, j'avais de la rage en dedans de moi. Je pense que, que je faisais pas les bons choix dans ma propre vie. Puis ça m'a permis de faire une extraction de mon passé puis de découvrir que que je pouvais être une bonne personne. Puis que je pouvais m'en sortir. Parce que dans ce temps-là, je voyais pas que j'avais de l'avenir. Puis je voyais juste négatif. J'avais un cercle d'amis plus restreint. Tandis que la lutte m'a permis de me développer, de passer ma rage aussi. Le fait de lutter à toutes les semaines, souvent dans ce temps-là, on luttait 3 fois semaine, de passer une certaine frustration. Ça aidait au niveau du... tu te sentais mieux, quoi. Ouais, tu te défoulais, tu te sentais mieux. C'est important pour toi de t'éclater sur un ring. Oui, c'est important. Parce que ça, je ferais pas. Si je m'amuserais pas, je le ferais plus. OK. J'ai encore du plaisir après 24 ans. Je trippe encore chaque combat. J'ai du fun. Puis je pense que c'est important. Je pense que c'est beaucoup de jeunes lutteurs arrivent et ils prennent trop ça au sérieux. OK. Je pense que le meilleur conseil que je peux leur donner, c'est améliorez-vous, prenez des conseils que vous avez, mais ayez du fun. Je pense que c'est ça. C'est ça qui va vous aider le plus à continuer. Parce que si tu n'as pas de fun, tu n'avanceras pas. OK. Ouais, je personnellement. Non, mais il n'y a pas de souci. C'est ton point de vue à toi, il n'y a aucun problème. Du coup, je voulais savoir, pour toi, quels sont les avantages et les inconvénients d'un lutteur? Les avantages. Je te l'ai dit, c'est des questions compliquées, je suis désolé. Il y a avec des avantages en premier. Je pense que le point de vue physique sur le corps, c'est très demandant. Puis, point de vue
positif. Je pense que, comme je t'ai dit tantôt, ça développe la confiance des gens. C'est niaiseux à dire, mais de travailler dans un ring, de sortir de sa coquille, de s'exposer, je pense que ça aide les gens à se développer une confiance envers eux-mêmes. OK. Et le côté négatif? Négatif, je pense que c'est vraiment là, la difficulté sur le corps. Comment ça peut maganer quelqu'un si tu luttes pas dans la bonne manière. Si t'es pas bien formé, je trouve qu'il y a beaucoup aujourd'hui encore des jeunes qui luttent dans certaines fédérations puis qui sont mal formés puis qui luttent tout croche. Je pense que ce côté-là, ce côté négatif, je pense à long terme, c'est difficile sur le corps. OK. Est-ce que c'est compliqué d'avoir une vie privée, une vie familiale quand on est lutteur? Est-ce que toi, parfois, il y a des moments où tu as trouvé que c'était un peu compliqué? T'expliquais tout à l'heure au niveau de ton travail, comme quoi que tu vois, tu te levais de bonne heure au matin, tu revenais tard au soir. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, oula, si je veux avoir une vie familiale, une femme, des enfants comme tu as aujourd'hui, faut peut-être que je fais un peu attention. Est-ce que tu dirais que c'est compliqué d'avoir une vie d'après moi, certains devraient trouver ça compliqué. Moi, j'ai quand même une femme qui est compréhensive, qui me supporte et qui me suit de show après show. Puis j'ai des enfants qui trippent sur la lutte que j'ai initié direct au moment de leur naissance au monde de la lutte. Puis je pense que sur ce côté-là, ça m'a permis d'avoir quand même une vie familiale. Puis une vie personnelle en tant que telle en dehors. Oui, je fais beaucoup d'heures, je fais 40 heures dans ma job, je donne une vingtaine d'heures par semaine, c'est pas 25 heures à mon organisation, puis le reste, là, c'est mes passe-temps, j'essaie de passer du temps avec ma famille aussi. Mais le fait qu'ils sont impliqués avec moi dans l'organisation, puis qu'ils me suivent de show en show, je pense que ça aide. Je pense que, point de vue, s'ils ne seraient pas des fans de lutte ou qu'ils ne me suivraient pas, je pense que ça deviendrait très, très compliqué. OK. Tu as déjà loupé des anniversaires, des fêtes d'école ou des trucs comme ça par rapport à la lutte? Est-ce que tu le regrettes ou pas du tout? À mon souvenir, je pense que oui. Je vais en manquer justement une dimanche, justement, ma fille a fait sa fête, mais là, je vais être sur la route dimanche dans la nuit. Pour revenir, j'ai un combat à l'extérieur demain. Fait que je vais manquer un anniversaire. Oui, je trouve ça plate, mais ça fait partie quand même des engagements qui ont été pris pour j'y avec ça. Okay. Est-ce que tu as du regret de t'être lancé dans le catch? Aucun regret. OK. Aucun regret. Puis je te dirais que la seule chose... Non, je regrette rien. Sérieusement, c'est une des plus belles choses qui est arrivée dans ma vie, c'est bien la lutte. C'est elle qui m'a fait devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Si j'aurais pas eu la lutte, je sais pas ce que j'aurais été. Qu'est-ce que tu dirais au toi d'il y a 24 ans? Entraîne-toi. Okay. Entraîne-toi. Ça a pris du temps que je pogne le déclic de l'entraînement. Fait que, tu sais, je me suis... Pendant quelques années, je me suis foutu un peu de l'entraînement. Et je te dirais qu'aujourd'hui, à 40 ans, bientôt 41 ans... Tu ne le fais pas du tout, honnêtement, franchement, je te donne beaucoup plus jeune. Hein. Merci beaucoup. Je t'aurais de donner 35 ans, perso. Donc. C'est plus dur. C'est plus dur de garder la forme, tu sais. Ouais. Que je dirais à mon gars, à mon moi-même de 24 ans, go, man, va-t'en au gym, puis arrête de niaiser, là. Puis, pousse-toi un peu. Ça va, pour l'instant, tu m'épates parce que tu te débrouilles plutôt pas mal au niveau des questions compliquées. Tu vois, j'ai l'impression de voir un boxeur qui envoie les punchlines. Une question qui est un peu tabou, je suis désolé, mais je trouve que tu vois, on est obligé un peu, tu vois, d'en parler. Après, tu veux pas trop rentrer dans les détails, il n'y a pas de souci, mais tu vois, moi, je me dis, on est humain avant tout. Donc, tu vois, je suis obligé un petit peu de la poser, cette question. Je suis désolé, mais est-ce que tu as déjà eu des moments de burn-out par rapport à la lutte? Par rapport à la lutte. Peut-être oui, je pourrais... Oui, j'ai eu... Ouais, vas-y, excuse-moi. J'ai eu
des périodes difficiles dans ma vie. J'ai effectivement eu des dépressions. Ok. Je te dirais que même tout récemment, là, justement, là, dans les derniers temps, j'ai dû mettre mon genou à terre parce que mon travail était très exigeant dans les 4 dernières années, où ce que j'ai pas eu de vacances, que j'ai pas arrêté. Toute l'énergie que j'ai mis dans la lutte, dans mon temps personnel. À un moment donné, je suis arrivé récemment où ce que j'étais vraiment brûlé mentalement là, et physiquement. Puis, tu sais, aujourd'hui, j'ai dû faire un peu de recul, de travailler sur moi-même, de travailler sur recentrer mes priorités. Tu sais. Ok. Non, mais c'est important ça, tu vois, enfin d'en parler, puis aussi, tu vois, enfin d'oser de le dire, d'oser de dire oui, j'ai fait un burn-out, parce que pour moi, je trouve que tu vois, c'est pas, tu vois, c'est pas un reproche, mais c'est important, tu vois, de le dire, parce que vous êtes aussi des humains avant tout. Peut-être que pour certains, comme je dis à chaque fois, vous êtes des super-héros. D'ailleurs, ils vous font chier avec leurs super-héros, ou alors vous êtes des méchants, des heals. Mais je veux dire, tu vois, avant tout, vous êtes quand même des humains. Et un humain, tu vois, ça fait des erreurs, ça a des moments de tension, comme ça a des moments de faiblesse, et ça, je trouve que c'est également aussi important d'en parler. Oui, moi, ça me dérange pas d'en parler, parce que je trouve que ça fait partie de ma personnalité, puis tu sais, c'est correct c'est correct des fois de mettre le genou par terre et de dire, gars, j'en ai assez, c'est correct, c'est tout à fait humain. Avant que je fasse mon premier burn-out en 2013, c'est la perte de mon garçon puis tout. J'ai essayé de dire, regarde, j'étais un gars, puis non, ça pleure pas, puis ça continue, mais j'ai craché. J'ai rentré dans le mur assez vite, plus vite que je le pensais. Puis aujourd'hui, ben regarde, en 2024, je l'ai fait tout récemment, c'est en avril dernier que j'ai mis les genoux à terre, puis je suis brûlé mentalement, puis j'ai été consulté, puis je consulte encore aujourd'hui. Puis c'est correct. Si je pense que les gens doivent se dire que si tu en as le besoin, va chercher l'aide que tu as besoin. C'est là où tu vois qu'une femme est très importante. C'est là où je suis sûr que ta femme, elle était très importante pour toi. Elle a dû te soutenir comme toi, et également aussi tes enfants. Parce que tu vois, c'est toujours à ce moment-là où tu vois que les personnes qui t'entourent sont bons avec toi, ou sont, désolé du terme, mais pas bons pour toi, toxiques pour toi. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Ma famille, tu sais, on a vécu beaucoup d'épreuves dans les dernières années, puis je te dirais que on est resté soudés à travers tout ça. Puis oui, c'est important. Parce que si j'aurais pas eu ma famille, je sais pas ce que j'aurais été aujourd'hui. Si je recule de quelques années, quand j'ai perdu mon garçon, je n'aurais pas eu mon premier enfant. Je sais pas ce que j'aurais fait. C'est lui, mon plus vieux, qui m'a tenu. Tu sais. Je peux pas trop rentrer dans les détails si tu veux pas trop en parler, mais tu l'as perdu comment? D'une maladie, mort-né? Si tu veux pas en parler, on n'en parle pas, il n'y a pas de souci. Hein, mais juste rapidement, je veux pas trop. Il s'appelle Julian, il est né à 36 semaines avec un record de croissance à 30 semaines. Quand il est sorti, il pesait 3 livres et 5. Puis, dans le fond, direct à la naissance, ils sont aperçus qu'au niveau de son foie, ça allait pas bien. Fait qu'on était transférés pendant 6 mois dans des hôpitaux à Québec puis Montréal. On a vécu pendant ce temps-là au manoir Ronald McDonald, puis entre-temps, ben là, il y a eu une longue bataille de la maladie, puis il est décédé 6 mois à l'âge, quand il a eu ses 6 mois, il est décédé. D'accord, ok. Bon, bah excuse-moi, Non, c'est correct. On va passer à la question la plus compliquée de l'interview, d'accord? Attention, parce que là, honnêtement, alors là, tu verras, il n'y aura pas le en toi qui va envoyer des punchlines. Hein. Tu vas voir qu'elle est extrêmement compliquée. Tu vas comprendre pourquoi c'est la question bonus de l'interview. Je vais te donner une baguette magique virtuelle, ok? Tu as la possibilité de faire apparaître 3 lutteurs de ton choix. Ça peut être des lutteurs qui sont morts actuellement. Ça peut être des lutteurs qui sont toujours en activité. Mais si jamais tu avais l'opportunité d'affronter un lutteur de ton choix, qui ça serait pour toi et pourquoi? Shawn Michaels, en premier lieu. Shawn Michaels, c'est lui qui m'a fait aimer la lutte côté spectacle. Je pense que, tu sais,
niveau, c'est un lutteur complet pour moi. Ce que je vois, là, c'est un lutteur complet que, côté charismatique, côté entertaining, il est capable de faire des... Peu importe que tu vas lui donner un balai, ce gars-là, il va te faire un match 5 étoiles. OK. Deuxième lutteur, je vais y aller avec Rey Mysterio. OK. Rey Mysterio, j'aimerais ça. Le Rey Mysterio des années début 2000, là, dans le temps qu'il était encore en forme, capable de faire du high fly, j'aimerais ça apprendre de lui au niveau du high fly. Puis troisième. C'est compliqué, hein. C'est niaiseux ce que je vais dire là, mais Mankind. OK. Oh, pas mal. J'irais avec Mankind. Pour une raison particulière? Faire un combat record avec lui. Ah! Un style cage match, du coup. Un style cage match, ça serait malade. Je me doute. Non, mais je me doute. Et du coup, pour terminer, on termine vraiment avec 3 dernières questions. Puis encore une fois, merci à toi d'avoir accepté cette interview. C'est quoi le meilleur conseil qu'on a pu te donner en 24 ans? Alors, je suis sûr, on t'en a donné beaucoup, t'en as entendu beaucoup, mais le meilleur conseil qu'on t'a donné, qu'est-ce que ça serait pour toi? Fais de la lutte en premier lieu pour toi, pour le plaisir, OK? Puis s'entraîner. C'est niaiseux à dire, mais beaucoup de monde se blesse par rapport au fait qu'ils sont pas en forme. Fait que je te dirais qu'au niveau, là, vois l'importance du plaisir dans le sport avant tout. Puis prends-toi pas au sérieux. Il y a beaucoup trop de monde qui se prend trop au sérieux, puis qu'ils arrivent sur le spectacle, puis quand ça va pas comme ils veulent, ben ils sont fâchés. Non, prends-toi pas au sérieux. T'es là pour avoir du plaisir, puis divertir les gens en premier lieu. Puis après ça, ben, tu vas te développer. Comme je disais, en 24 ans, tu as rencontré beaucoup de monde, tu as vu beaucoup de choses et tout. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont déçu? Tu pensais qu'ils étaient amis avec toi, puis en fait, au final, bah, tu t'es rendu compte que, au final, bah, tu vois, enfin, c'était pas vraiment des amis, mais est-ce qu'il y a des gens qui t'ont déçu? Sans citer de nom, on n'est pas là pour citer de nom, mais juste... Oui, j'ai eu du monde qui m'ont déçu au travers du temps, du monde qui m'ont fait des trahisons, mais dans le... Tu vois, tu sais, aujourd'hui, je comprends que la lutte en tant que telle, c'est un sport d'ego, veux pas, puis au niveau point de vue des arrière-scènes, c'est différent. Un monde de requins. Je pense que et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut faire très attention, tu vois. Enfin, au niveau de là, je pense que toi, tu dois aussi de le mettre en garde ton gosse par rapport à ça. Et c'est pour ça, je suppose aussi également que tu as voulu l'entraîner par rapport à ça et tout. Pareil, hein, quand tu as une compagne ou quoi, faut faire super attention par rapport à ça. Hein. Oui, je suis totalement d'accord avec ça. Comme je te dis, comme tu l'as bien dit, c'est un monde de requins, puis tout le monde va l'avoir leur moment. Tout le monde vise toujours là. C'est niaiseux. Là. La plupart des lutteurs, souvent, ils vont lutter juste pour le prestige. Ouais. Mais à un moment donné, moi, ce que je dis au monde, c'est commencez par vous amuser dans le ring, puis vous allez le voir. Puis le reste, ben regarde. Moi, après 24 ans, tu m'aimes pas, tu m'en fous. Il y a de la compétition pour toi? Il y a de la compétition entre les lutteurs, tu dirais? Oui, il y a une compétition pareille, je veux pas, qui se fait. Okay. Moi, de mon côté, ça me touche pas. Je m'importe peu. Je fais pas la lutte. Aujourd'hui, je performe plus pour me rendre au top. Là. Je performe parce que j'adore ce que je fais. Là. Fait qu'aujourd'hui, je suis capable de faire abstraction des égos du monde, puis de faire ce que j'aime, puis de choisir mes moments. Malgré tout, tu dirais qu'on peut quand même se faire de très bons amis dans la lutte? J'ai du monde que ça fait 24 ans qu'on est ensemble, qu'on se côtoie encore aujourd'hui. Bah c'est cool. Et du coup, allez, j'ai rajouté quelques questions. Je suis désolé. On finit vraiment avec 2 dernières. Je voulais savoir, ça c'est aussi une question un peu compliquée, mais tu vas là comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, tu vois, regarde, c'est très simple. Comme on sait habituellement, quand on est fan, quand on se lance dans la lutte, en général, je sais que c'est pas arrivé souvent à tout le monde, mais dans un premier temps, on est fan de catch. Tu es d'accord avec moi? Est-ce que le fait
d'être entré dans la lutte, ça t'a pas un petit peu enlevé l'étincelle que tu avais à tes tout débuts? Est-ce que le fait maintenant aujourd'hui de connaître un petit peu l'envers du décor, est-ce que ça t'empêche, je sais pas si par exemple des fois au soir avec tes enfants, avec ta femme, est-ce que ça t'arrive des fois de te mettre devant un Raw, devant te mettre devant un SmackDown, devant un pay-per-view? Est-ce que le fait de savoir un petit peu ce qui se passe au niveau tu vois, l'envers du décor, est-ce que tu arrives toujours à profiter devant de la lutte? Je suis capable encore de profiter de la lutte en tant que telle, mais je regarde le show différemment. OK. Je vois plus la lutte comme je la voyais là 24 ans avant que je voie l'envers du décor. C'était le fan de lutte qui tripait. Aujourd'hui, je regarde le show comme les yeux d'un promoteur. C'est bien ça à dire, mais j'écoute le show, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce que les gars ils ont réagi, ils ont fait ça parce qu'ils ont telle réaction. Puis je vois, tu sais, j'ai encore du fun, mais je ne l'écoute plus autant qu'avant. Avant, j'écoutais Raw, j'écoutais SmackDown, toutes les pay-per-views qui venaient avec. J'étais abonné à Netflix, au WWE Network. Okay. Puis je te dirais que j'ai écouté une 2 galas au cours de l'année à date, parce que j'ai pas le temps. Puis l'intérêt, je dirais qu'elle est moins présente de l'écouter. Tu vois, moi, c'est ça, en fait, en gros, qui me ferait peur. Parce que, tu vois, on me l'a déjà dit de me lancer dans le catch, on m'a déjà fait une proposition. J'ai fait un entraînement, j'ai dit plus jamais. Surtout, le pire, c'est les atémies. Moi, ça m'a piqué aujourd'hui, tu vois, enfin, ça m'a encore traumatisé, tous les atémies et tout. Mais, tu vois, le truc aussi, c'est, moi, le catch, ça a été quelque chose à un moment donné dans ma vie où, je l'ai déjà dit, mais que tu vois, que ça m'a beaucoup soutenu, tu vois, des moments où c'était compliqué pour moi, j'avais ça, tu vois, auquel où je pouvais me raccrocher. Et c'est vrai que, tu vois, aujourd'hui, le fait de pouvoir participer, de voir un petit peu les choses différemment. Bon, même si je les vois là en discutant avec vous, hein, tu vois, on discute un peu des coulisses et tout, mais je trouve que tu vois, c'est un peu moins différent. Et si admettons, je commencerais à regarder moins de catch et tout, je sais pas si honnêtement, tu vois, je me sentirais encore bien et tout, parce que je te dis, moi, vraiment, le catch, c'est quelque chose aujourd'hui, tu vois, qui m'a apporté vraiment beaucoup. C'est un peu comme un traitement, tu vois, pour moi. C'est peut-être bizarre à dire, mais tu vois, moi, je sais que, par exemple, des fois, quand ça va pas, je me tape un bon DVD. Je sais pas si tu vas bien les voir, mais en tout cas, ils sont là-bas, là. Tu vois, tout ça, là. Il y a des DVD là-bas. Et en gros, putain, qu'est-ce que ça fait du bien, quoi, de se taper un bon DVD ou quoi, des fois, quand ça va pas. Et c'est ça aussi, tu vois, que je me dis, c'est dommage, en fait. Tu vois, en fait, en gros, c'est pour ça que je me dis, j'ai pas envie de me lancer dans la lutte. Pourquoi? Parce que j'ai envie de me garder quand même toujours une part de mystère et tu vois, encore des étoiles dans les yeux. Merde, désolé. Mais non, c'est ce que je dis. C'est mal moi-même, tu vois. J'écoute les spectacles pareil, ça m'arrive. Comme tu sais, je pense que le dernier show que j'ai écouté. C'est aussi quand même pareil, des fois me surprendre par rapport à certaines rivalités, certains combats. Mais tu sais, la lutte, ma vision, comment je l'écoute, oui, est différente aujourd'hui que le garçon que j'étais, là, 20-25 ans. Okay. Mais est-ce que je l'écouterais religieusement aujourd'hui si, mettons, je ferais abstraction de ma famille et le temps que j'aurais, je sais pas. Et tu dirais que ça te... parce que tu nous dis que tu n'as plus trop le temps, c'est quoi? C'est le fait aussi également que tu es dans le catch, ou c'est aussi beaucoup plus par rapport à ta vie aujourd'hui, que tu es papa, que tu es père de famille, que tu as une famille, quoi, globalement? Oui, c'est... Je veux pas, j'ai mon travail qui prend beaucoup de temps. La fédération étant telle que, tu sais, je suis quand même promoteur, fait que l'organisation des shows, ça vient avec des responsabilités, ça vient avec la comptabilité, les paiements de factures. J'ai beaucoup de choses, là, je mets beaucoup d'administration au niveau de la fédération qui me prend 20 à 25 heures par semaine à m'occuper. Fait que le soir, c'est niaiseux à dire, mais nécessairement me mettre devant la télé pour écouter un spectacle de lutte de 3 heures, quand je viens de passer ma semaine à organiser un spectacle qui s'en vient. Puis... Fait que j'ai besoin, je vois ça comme j'ai besoin de décrocher. Je peux comprendre. Et du coup, on conclut avec une question qui est plus ou moins compliquée. Tout dépend de comment toi, tu la juges. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des endroits où tu aimes bien aller lutter
et des endroits où tu n'aimes pas aller lutter. Quand je parle de bien aimer ou de moins aimer, ça peut être pour des raisons particulières. Le lieu qui est magnifique, ou alors le public qui est complètement mort de chez mort, ou alors au contraire, justement, tu vois, des conditions pour aller changer qui sont, pas agréables. Il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils se sont changés déjà dans un camion. Bref, est-ce que tu as des endroits où tu allais bien aimer aller lutter et des endroits où tu as le moins aimé? Et pareil, hein, si tu veux pas citer de nom, c'est pas de nom de lieu, mais si tu veux juste nous faire un petit tu peux dire il y a un endroit où j'aime pas parce qu'il y a ça. Non, ben écoute, il y a deux spectacles que j'aime à toutes les années qu'on reproduit. On a Saint-Ambroise, c'est un gros événement annuel depuis 20 ans. On met le paquet dans un aréna, on attire à peu près entre 1300 et 2000 personnes, pyrotechnie. C'est vraiment à côté. C'est toujours plaisant d'y aller. Puis sinon, on a starté depuis l'année passée Almageddon, qui se fait à Alma. Puis c'est l'ambiance de la salle. C'est que tu as vraiment une salle, puis tu as une mezzanine, puis une deuxième mezzanine, puis l'ambiance que ça a là, puis que le monde crie dans cette salle-là, c'est magique. Ces deux endroits-là, j'adore aller là. Sinon, aujourd'hui, je te dirais que oui, j'ai eu des mauvaises expériences. On a eu un show, comme maintenant, on changeait des heures en arrière d'un camion. Après ça est arrivé quelques fois que notre ring était dans la boîte. Des spectacles de doute où le monde se foutait du spectacle en tant que tel. Ça arrive, mais c'est très rare que c'est arrivé. C'est des shows qui n'ont pas été renouvelés dû au non-succès. Sinon, aujourd'hui, je choisis. Regarde, quand quelqu'un m'approche pour m'engager, je regarde la fédération, puis je vois un peu le travail, puis je vais choisir d'y aller ou pas. Okay. C'est pas parce que je veux faire de la fine bouche, mais je veux dire, faire 6 heures de route pour aller lutter contre du monde qui ne savent pas lutter généralement bien, puis que pour 20 personnes, oui, ok, ça me rapporterait un payoff, mais comme je dis, je lutte pas pour l'argent, je lutte pour le plaisir que ça me procure. Puis il m'en reste moi à faire que j'en ai de fait. Aujourd'hui, je choisis un peu mes combats. Ok, et pour terminer, c'est quoi tes projets là pour le futur? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir et encore combien de temps tu te vois dans la lutte? Et puis tu peux conclure avec ce que tu veux, promo, réseaux sociaux, bref. Puis encore une fois, merci à toi d'avoir accepté cette interview. Pour le futur, j'espère avoir quelques années encore de lutte dans le corps. En réduisant mon rythme un peu dans le ring, mon intensité, parce que je suis quelqu'un qui donne beaucoup son 115-120% dans un ring. Je fais jamais rien à moitié. J'espère dans le futur être capable de former mes deux garçons, être capable de partager le ring avec eux autres dans un futur. Sinon, pour mon organisation, c'est de continuer sur la route du succès. Puis sinon, je te remercie énormément de ton invitation. Ça a été plaisant de discuter avec toi. Merci. 1h40 à peu près. T'as vu, c'est passé extrêmement vite, on est d'accord, hein? Oui, ça a passé pas mal plus vite que je pensais. Tu vois, on discute, on voit même pas l'heure passer, puis d'un coup, tu te dis, ah oui, putain, oui, il est déjà 1h40, et oui, c'est passé extrêmement vite. Je te remercie beaucoup encore une fois pour cette interview. Merci à tous de nous avoir regardés ou écoutés. Bref, puis quant à moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine interview. Allez, bye tout le monde. Ciao.